Hello les voyageurs! De retour d'un road trip d'un mois en Pologne et dans les pays baltes, je vous partage mon périple en vidéo. Alors, attachez vos ceintures, dans cet épisode, on part découvrir la Lettonie. Au menu de cette aventure, encore des châteaux qui en jettent, une banale maison de retraite qui cache en réalité un complexe soviétique ultra secret, des sculptures païennes en pleine forêt, les geôles d'une cellule du KGB, le plus grand marché d'Europe, rien que ça, des dachas russes ultra luxueuses abandonnées depuis la guerre en Ukraine, un marais mystique tout droit sorti d'un conte de fées, un radiotélescope géant et une séance d'urbex dans une ville fantôme digne d'un décor de film de James Bond. D'impressionnants chalutiers de l'ère soviétique, sans oublier la plus large cascade d'Europe. Alors, prêt pour l'aventure? Générique. L'entrée en Lettonie se fait les doigts dans le nez. Indépendante depuis 1991, après avoir été une république soviétique, cette perle des pays baltes a tout pour simplifier la vie du voyageur. Elle fait partie de l'Union européenne et de la zone euro. Résultat, y rouler et y circuler ne pose strictement aucun souci. Aujourd'hui, direction les châteaux. Premier arrêt de taille, le château de Roundal. Érigé au XVIIIe siècle dans un pur style baroque et rococo, celui qu'on surnomme le Versailles letton s'impose d'emblée comme l'un des chefs-d'œuvre architecturaux les plus spectaculaires du pays. Dès les premiers regards, impossible de ne pas penser au château de Lunéville, bâti à peu près à la même époque et qualifié quant à lui de Versailles lorrain. Ces deux châteaux rappellent immédiatement l'empreinte de Stanisław Leszczynski, ancien roi de Pologne et beau-père de Louis XV. Un petit air de famille royale qui fait voyager d'un bout de l'Europe à l'autre en un clin d'œil. Mais le clou du spectacle se trouve juste derrière les façades. Indissociable du palais, le jardin à la française s'étale majestueusement sur une dizaine d'hectares. C'est tout simplement le seul et unique jardin baroque de ce type à être aussi parfaitement préservé et restauré dans tous les pays baltes. Et quel spectacle! Le parc respecte à la lettre les codes des jardins à la française. Des parterres de broderies végétales parfaitement symétriques, des allées rectilignes bordées de tilleuls taillés au couteau, des pergolas charmantes et un réseau de canaux et de bassins où l'eau danse avec les fontaines. Des milliers de variétés de fleurs et de plantes qui transforment l'endroit en une explosion de couleurs et de parfums en été. Le domaine cache même un labyrinthe végétal, un clin d'œil direct au divertissement espiègle de la cour au XVIIIe siècle. Faute de temps, j'ai fait l'impasse sur l'intérieur du château, mais me balader dans ce jardin somptueux m'a occupé une grande partie de l'après-midi. Une parenthèse enchantée qui m'a coûté la modique somme de 6 € pour l'entrée. Une paille pour en prendre plein les yeux. Les châteaux de Bauska jettent un pont fascinant entre les époques. Le site fusionne les solides vestiges d'une ancienne forteresse de l'ordre livonien, érigée dès le XVe siècle, et un palais résidentiel plus tardif, construit au XVIe siècle pour les ducs de Courland. C'est le spot idéal pour remonter le temps et plonger tête baissée dans l'histoire des chevaliers teutoniques et de la Renaissance balte. Entre des sections en ruine follement romantiques et des ailes entièrement restaurées,
Le contraste claque et fait voyager. Situé à 2 pas de Roundal, c'est l'étape parfaite à ne surtout pas manquer si vous passez dans le coin. Petite astuce, l'accès au site est totalement libre, seul le musée, que j'ai personnellement zappé, est payant. Une belle occasion de flâner sans se presser. Je reprends la route. Bivouac ce soir pour 16 € au camping Lakeside, au bord d'un charmant petit lac. Aujourd'hui, je vais visiter une maison de retraite qui cache en réalité l'un des sites souterrains de l'ère soviétique les plus fascinants et les mieux préservés de tout le territoire balte. Caché à 9 mètres sous terre, juste en dessous d'une maison de retraite, ce monstre de béton a été conçu dans les années 80 pour servir d'abri anti-atomique et de centre de commandement suprême. En clair, c'était le QG de secours ultime pour les élites dirigeantes de l'URSS en cas d'attaque nucléaire. Pour le haut commandement soviétique, le principal objectif en cas d'attaque atomique était de pouvoir continuer à communiquer avec le Kremlin pour organiser une riposte contre l'ennemi. Le site était donc pourvu d'un système radiotéléphonique autonome fonctionnel, même si dehors c'était le chaos nucléaire. Pendant des décennies, le secret a été total et hautement classifié. Une véritable forteresse de poche, dont même le personnel et les résidents de la maison de retraite ignoraient totalement l'existence de cette immense structure sous leurs pieds. Il a fallu attendre 2003 pour que le site soit enfin déclassifié et ouvert aux curieux. Aujourd'hui, je fais un véritable bond direct dans la guerre froide. Le mobilier d'époque, les équipements de communication vintage, les cartes stratégiques et les symboles soviétiques sont restés absolument intacts. S'étendant sur environ 2000 m², ce labyrinthe souterrain avait tout prévu pour tourner en totale autarcie. Système de ventilation sophistiqué, groupe électrogène, réserve d'eau, espace de travail ou de vie taillé pour survivre au pire. Le plus fou, l'entrée se fait directement au cœur de la maison de retraite. C'est carrément insolite et déstabilisant. Une expérience ultra immersive qui donne la chair de poule et qui m'a permis de toucher du doigt cette tension paranoïaque qui existait durant la guerre froide. Une claque historique à ne surtout pas manquer. Pour info, la visite guidée m'a coûté 15 €. À noter qu'encore aujourd'hui, il est interdit de photographier certains endroits du site et que la guide n'appréciait pas trop que je filme la visite. Je termine la journée par une immersion dans le folklore letton en suivant le sentier mythologique qui débute à 2 pas de la maison de retraite. Le sentier longe la rivière Gauja et est jalonné de sculptures en bois mettant en scène les anciennes divinités païennes de la mythologie lettonne. Dommage qu'il n'y ait pas d'explication sur ces différentes sculptures. Je reprends la route en direction des falaises dans Fabrica. Situé à 2 pas du centre de Ligatné et aujourd'hui en ruine, l'ancien moulin à papier fournissait 17 tonnes de papier par semaine à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, l'endroit est célèbre pour ses sources souterraines et pour ses cavités artificielles creusées à flanc de falaise
qui était utilisée par les habitants comme cave de stockage. J'y découvre aussi une échelle à poissons, aménagée là pour permettre aux poissons migrateurs de franchir des obstacles artificiels et de pouvoir ainsi remonter le cours d'eau pour aller se reproduire là où ils sont nés. Je laisse Bernie, mon fidèle destrier à 4 roues motrices, au camping Riverside pour partir en bus puis visiter à pied la capitale de la Lettonie. Le camping me coûte 22 € plus 4 € de bus, mais c'est bien moins cher et bien plus sûr que de stationner en ville. Je fais toujours comme ça quand je visite des grandes villes. Enfin bref, je vous emmène visiter Riga. La maison des Têtes Noires et sa flamboyante façade gothique et baroque flamande, c'est tout simplement le spot le plus photographié de Riga. En se baladant, on croise encore quelques vestiges de l'ère soviétique. Riga est une ville d'eau. Ses quais aménagés et ses ponts offrent une ambiance plutôt canon. L'idéal pour s'offrir une petite balade en bateau et admirer la capitale sous un tout autre angle. D'ailleurs, à l'angle nord-ouest de la place de l'Hôtel de Ville, une stèle cache une sacrée anecdote. C'est ici, en 1510, qu'a été dressé le tout premier sapin de Noël public de l'histoire. L'endroit est fièrement revendiqué en 8 langues. Changement d'ambiance radical avec la tristement célèbre Maison du Coin. Derrière la façade banale d'un immeuble résidentiel du début du XXe siècle se cache un passé absolument glaçant. C'était le redoutable siège du KGB aux heures les plus sombres de la terreur stalinienne. C'est ici que les opposants, les intellectuels, les résidents et les âmes soupçonnées de crimes contre-révolutionnaires ont été brisés, interrogés, incarcérés, avant d'être envoyés dans l'enfer des goulags sibériens, ou pire encore, tout bonnement exécutés. Une visite lourde, viscérale, mais indispensable pour comprendre l'histoire tragique de la Lettonie au XXe siècle. Petit conseil logistique. L'accès aux expos du rez-de-chaussée est gratuit, mais pour voir les cellules situées au sous-sol, c'est visite guidée obligatoire et payante. Arrivé en fin d'après-midi, c'était complet pour moi. Tant pis. Mais ayant déjà exploré les cellules du KGB de Tallinn en Estonie, je vous réserve de belles images dans la prochaine vidéo. Laissez-moi vous présenter ma batterie Elite 100V2, une station électrique portable de 11,5 kg embarquant une batterie lithium fer phosphate de 1024 Wh capable de délivrer une puissance continue de 1800 watts à travers ses 9 ports. Elle se recharge à 80% en seulement 45 secondes sur secteur, tout en acceptant jusqu'à 1000 watts de panneaux solaires. C'est un super produit que j'utilise quotidiennement pour recharger mes caméras d'action, mon téléphone, ma tablette, mon drone, mon ordinateur, ma cigarette électronique, bref tous mes appareils connectés. C'est elle aussi qui alimente l'éclairage à l'aide de Bernie, ma machine à voyager, une fois la nuit tombée, et mon antenne satellite Starlink. Je recharge ma Blue Yeti Elite 100V2 avec le panneau solaire de 130 watts que j'ai installé sur le toit de ma cellule. Et s'il n'y a pas de soleil, c'est pas grave, j'utilise alors mon Blue Yeti Charger 2, un chargeur DC-DC de 1200 watts que j'ai installé sous le siège conducteur. Branché sur l'alternateur de mon 4x4, il recharge ma batterie Nomad 13 fois plus vite qu'une prise allume-cigare classique. Il me suffit de rouler une petite heure pour recharger ma batterie Nomad. C'est top. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à visionner toujours sur ma chaîne les vidéos de présentation de ces deux produits. Et si vous souhaitez vous aussi bénéficier de ces produits,
j'ai négocié pour vous 5% de réduction sur tous les produits de la marque Bluetti avec le code qui s'affiche maintenant à l'écran. Mais revenons à notre vidéo. Impossible de passer à côté du marché central de Riga, l'un des plus grands d'Europe. S'étalant sur 16 000 m², il investit 5 immenses hangars qui abritaient autrefois des ballons dirigeables. Entre 40 000 et 160 000 visiteurs s'y pressent chaque jour. Le paradis absolu pour s'imprégner de l'ambiance locale et goûter les spécialités du coin. Entre ses façades colorées, guettez celle qui arbore une ribambelle de blasons et ses clochers qui percent le ciel à chaque coin de rue, Riga a du caractère. Surnommé ironiquement le gâteau d'anniversaire de Staline, cet immeuble de 21 étages, haut de 108 mètres, s'inspire directement des gratte-ciel de Moscou. Je retraverse le fleuve Daugava une dernière fois. Un ultime regard sur la ville et je file retrouver Bernie, ma fidèle machine à voyager, qui m'attend sagement garée au camping. Comme j'ai un peu de temps ce soir, je me cuisine une bonne petite pizza dans mon four Pop 32. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce four, concurrent direct des célèbres fours Omnia, ou si vous voulez la recette de cette pizza, dites-le moi en commentaire. Situé sur la côte du golfe de Riga, à seulement une trentaine de minutes de la capitale, Jurmala est une destination balnéaire incontournable en Lettonie. À l'époque soviétique, la ville est devenue le lieu de villégiature ultra privilégié de l'élite russe qui a dressé plus de 4000 dachas. Depuis l'indépendance du pays, de riches investisseurs, célébrités et hommes d'affaires russes y ont fait bâtir ou ont racheté des villas somptueuses, souvent ultra ostentatoires, qui côtoient et contrastent farouchement avec les modestes maisons en bois traditionnelles. Aujourd'hui, et depuis la guerre en Ukraine, ces propriétés hors normes ont perdu leurs riches propriétaires. Désertés, beaucoup sont désormais à l'abandon et tombent lentement en ruine. Je reprends la route pour traverser le parc national de Tcheméry, un joyau naturel situé à proximité de Jurmala. La piste traverse une zone marécageuse. C'est pas le moment de faire du off-road. J'enfile mes chaussures et je m'élance sur le fameux sentier de la Tourbière. C'est l'attraction phare du parc et on comprend vite pourquoi. Ici, un ruban de planches en bois serpente à l'infini au cœur d'un marais mystique. Le décor est absolument hypnotique. Des miroirs d'eau sombre, des tapis de mousse aux 1000 teintes et des petits pins rabougris qui défient les éléments. C'est le spot rêvé pour une parenthèse méditative ou pour guetter les oiseaux migrateurs. Et pour cause, la tourbière est peu profonde, l'eau affleure et surgit un peu partout. Une atmosphère si singulière qu'elle a forgé plein de légendes locales. Bienvenue au marais de la sorcière, un nom hérité des mystérieux feux follets qui, murmurait-on autrefois, venaient danser à la surface de l'eau comme les âmes des défunts. Jadis, on en avait tellement peur que personne n'osait s'aventurer dans les marais une fois la nuit tombée. Quelques conseils de baroudeur si vous passez par ici. Le site est accessible gratuitement 24 heures sur 24, mais privilégiez l'aube ou le crépuscule. La lumière y est magique et en plus, vous profiterez des lieux en solo. Les chemins en bois sont top, mais restez-y sagement pour préserver cet écosystème aussi fragile qu'ancien. Ce soir, je plante le camp au beau milieu du parc pour bivouaquer hors du temps, bercé par un silence absolu.
je poursuis ma découverte du parc national de Chemery. Le parc ne se limite pas aux marais, il y a aussi beaucoup de lacs. Ces grandes étendues d'eau hébergent de nombreux oiseaux. Je continue mon chemin en plongeant au cœur du parc naturel du lac d'Engur. Ici, la nature impose ses règles. C'est l'un des coins les plus sauvages et préservés du pays. Un vrai paradis pour les amoureux des grands espaces et des paysages bruts loin de tout. Le spot est parfaitement aménagé pour le pique-nique et me replonge instantanément dans l'ambiance des grands lacs scandinaves que j'avais tant aimés. Luxe suprême en pleine nature, des toilettes sèches. Le lac est cerné par d'immenses roselières. Des bottes de jonc sèchent sagement contre les pins, certainement destinées à habiller les toits des chaumières traditionnelles. Classé zone humide d'intérêt international, c'est le spot absolu en Lettonie pour l'observation ornithologique, surtout au moment des grandes migrations. En empruntant le sentier qui serpente dans la forêt côtière, on tombe même, en cherchant un peu, sur des orchidées sauvages. Un crochet par la tour d'observation s'impose pour scruter l'horizon et observer les nids et l'effervescence des colonies. Mais le plus surprenant, c'est de tomber nez à nez avec des troupeaux de chevaux et de vaches qui vivent leur vie en semi-liberté dans les prairies naturelles. De vrais paysagistes à quatre pattes qui broutent les herbages et dont l'action est indispensable pour préserver la biodiversité. Après cette belle parenthèse hors du temps, je reprends la route pour retrouver l'appel du large. Les plages de la mer Baltique s'étirent à perte de vue. Et il n'y a pas un chat. Je suis seul au monde, face aux embruns, et j'adore ça. Le charmant et discret port d'Engur veille tranquillement sur cette côte paisible. Avec ses petits pontons, il peut accueillir une vingtaine de bateaux. Qui sait, peut-être qu'un jour, j'y jetterai l'ancre de mon propre voilier si je me lance enfin dans mon projet de tour d'Europe à la voile. Cap sur le cap Kolka. Cette pointe sauvage où les eaux de la mer Baltique rencontrent celles du golfe de Riga dans un fracas de vagues et de courants. C'est là aussi un spot rêvé pour les amateurs d'ornithologie. Avec un peu de chance, on peut y rencontrer des phoques. Bon, on va pas se mentir, perso, j'en ai pas croisé un seul. J'ai dû me contenter de quelques cygnes. Construit par l'armée soviétique dans les années 60 sous le nom de code La Petite Étoile, ce radiotélescope secret espionnait les communications radio de l'OTAN et des pays occidentaux pendant la guerre froide. Après le retrait des troupes russes en 1994, le site est devenu un centre international de radioastronomie. Avec ses 32 mètres de diamètre, la RT-32 est la plus grande antenne d'Europe du Nord et l'une des plus grandes au monde. Il est possible de visiter le site, mais uniquement en groupe et sur réservation préalable au moins 3 jours à l'avance. Moralité, je n'ai pas pu le visiter. En revanche, j'ai pu me faire une session d'urbex en bonne et due forme dans la ville fantôme voisine du télescope. À l'époque soviétique, cette ville recensait plus de 3000 âmes, essentiellement des militaires,
des techniciens et leurs familles. Pour situer le décor, pendant la guerre froide, c'était ce qu'on appelle une cité fermée, une ville sous haute surveillance et totalement planquée. Elle n'existait sur aucune carte officielle. Dedans, le grand luxe de l'époque en mode autarcie. Bar d'immeubles, écoles, crèches, supérettes et même des espaces de loisirs. Puis les troupes russes ont levé le camp, vidant les lieux en un clin d'œil. Les habitants se sont évaporés en laissant derrière eux des appartements et des infrastructures qui pourrissent sur pied depuis des décennies. Résultat, une ambiance de véritable cité fantôme figée dans le temps. Aujourd'hui, on peut explorer les lieux totalement librement. Mais attention, il y a zéro sécurisation. Tout est resté dans son jus et menace de s'effondrer à tout instant. Autant dire qu'il ne faut pas y aller les yeux fermés et qu'il faut être très prudent. Ça a été squatté, saccagé et certains ont signé leur passage à grands coups de bombes de peinture. Pourtant, en fouillant un peu, on tombe encore sur quelques pures capsules temporelles et de rares vestiges soviétiques. Explorer et s'enfoncer en solo dans ce labyrinthe de béton, c'est une expérience captivante. De quoi largement me consoler de n'avoir pas pu visiter le radiotélescope. Bivouac ce soir sur l'ancien terrain de sport de cette ville fantôme. Retour au bord de la mer Baltique avec ses plages de sable fin. Cap sur Ventspils, une petite cité portuaire qui s'est transformée en station balnéaire moderne tout en gardant l'âme de son féroce passé maritime. À Ventspils, on peut monter gratuitement sur les ponts de deux vieux chalutiers soviétiques des années 70 pour s'imaginer dans les bottes des marins-pêcheurs d'autrefois et mesurer la rudesse de leur quotidien. Construit en 1967, l'Azova a connu l'âge d'or de la pêche industrielle sous pavillon soviétique. Aux côtés de son compère le Grotz, un pur spécimen de chalutier baltique sorti en 1973 des cales de Sosnovka en URSS, les deux bateaux forment un duo de choc qui évoque des souvenirs personnels aux nombreux habitants de la ville qui ont travaillé ou navigué sur des chalutiers de ce type. Avec l'évolution radicale des méthodes de pêche en mer Baltique, ces chalutiers ont totalement disparu de l'activité commerciale pour basculer définitivement au rayon des souvenirs. Bref, à voir si vous passez dans le coin. Le pont qui enjambe la rivière Venta, l'un des ponts en briques les plus longs d'Europe, est un excellent point de vue pour admirer la cascade. Avec ses 249 mètres, c'est la cascade la plus large d'Europe et l'attraction phare de la ville de Kuldiga. Par contre, ce n'est pas une chute d'eau très haute, seulement 2 mètres de hauteur. Mais le spectacle est quand même impressionnant. Je serais bien resté là à flâner dans les ruelles pittoresques de cette charmante ville lettonne, mais une surprise sur le pare-brise de Bernie, ma machine à voyager, a coupé tous mes élans.
tant pis, j'irai dépenser mon argent ailleurs, mais certainement pas dans une ville qui raquette les camping-caristes. Arrêt sur la plage de Schkédé. Un monument en forme de menorah, le chandelier à 7 branches emblématique du judaïsme, rend hommage aux milliers de juifs exécutés ici sur cette plage par les nazis en décembre 1941. Un lieu de mémoire qui rappelle l'une des pages les plus sombres de l'histoire lettonne durant la Seconde Guerre mondiale. Dernier soir, dernière lueur et bivouac magique au bord d'une sablière. C'est ici, face à cette eau paisible, que s'achève mon road trip en Lettonie. J'espère que cette aventure balne vous a fait voyager autant que moi. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, un commentaire pour me dire ce qui vous a le plus marqué et un partage, ça fait toujours super plaisir et ça donne un sacré coup de pouce à la chaîne. Et pour ne rien rater des prochains épisodes ou replonger dans mes autres périples sur les routes du monde, pensez à vous abonner. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.